Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Julie, une femme qui a construit un parcours riche entre salariat et entrepreneuriat et aujourd'hui, elle fait de l'accompagnement. Pendant plusieurs années, elle a évolué dans des environnements structurés avec une envie déjà présente de créer quelque chose à elle. Et puis, au fil du temps, sa manière de voir le travail, le business et même la réussite a évolué. Aujourd'hui, Julie est coach business. Elle accompagne des femmes à développer leur entreprise avec une vision plus durable, plus alignée et surtout plus consciente. Et puis, il y a aussi ce choix fort, celui de changer de pays, d'aller s'installer à Bali avec sa famille. Un changement qui vient questionner encore davantage notre manière de travailler, de vivre et de construire notre vie. Alors, dans cet épisode, on va parler d'entrepreneuriat, de vision long terme, de posture et puis de ce moment où on décide de faire les choses autrement. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, moi aussi, je suis ravie. Bonjour aux auditeurs et merci encore pour cette invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Avec plaisir. Donc j'ai 49 ans, je suis mariée depuis 20 ans et maman de deux merveilleux adolescents de 13 et 15 ans. Je vis à Bali depuis maintenant décembre 2024 et je suis coach business pour les femmes qui disruptent les règles de leur marché pour plus d'impact et de rentabilité. Waouh, donc on va y revenir. Donc tu nous disais, tu es maman déjà depuis 15 ans. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Virginie Legrand, une chef créatrice, réseauteuse, artiste incroyable, créatrice de liens, qui est une amie extraordinaire et qui est aussi une cliente très engagée. J'aime beaucoup la manière dont elle déploie son business. Waouh, effectivement, on l'a interviewée il y a quelques temps de cela, pas si longtemps. On mettra en description le lien de son épisode pour celles et Super. ceux qui sont curieux et qui ne l'ont pas encore écouté. À écouter, je vous recommande. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Ah, j'adore cette question. Alors, il y a plein de femmes qui me sont venues. Une femme, notamment que j'utilise comme une alter ego dans mon mouvement, dans mon business iconique pour inspirer les femmes, que j'ai découvert finalement il n'y a pas très longtemps, même si elle est ultra connue, c'est Taylor Swift. Elle a Ouais, c'est une- disrupté énormément le marché. Voilà, c'est ça que j'adore. C'est une artiste avant tout. C'est une femme qui pense d'abord à travers de sa vérité, sa propre vision des choses. Et ce que j'aime notamment, c'est tout ce qu'elle a fait autour des masters, qui a été justement de réécrire les règles, parce que les règles du marché ne lui convenaient pas. Elle aurait pu attaquer, elle aurait pu revendiquer, elle aurait pu prouver, justifier. Non, en fait, elle s'est positionnée avec un leadership hyper fort pour justement
justement réenregistré et ça a créé un mouvement derrière pour montrer qu'en fait, il y avait une autre voix. Ce que Ouais. j'aime beaucoup aussi, c'est la relation qu'elle crée avec son audience et je dirais même sa communauté. Elle crée vraiment une relation de proximité et une communauté ultra engagée. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'utiliser dans le business parce que pour moi, les clients, c'est une communauté. Oui, tout à fait. Et enfin, je trouve que dans ce rôle d'artiste, elle est brillante dans les expériences qu'elle propose. Et ça aussi, bah, je l'utilise souvent en exemple dans le business, c'est arrêtons de vendre juste des produits et services, mais créons des expériences remarquables pour nos clients qui vont avoir envie de revenir et rester fidèles dans ce cadre-là. Donc Taylor Swift, je trouve que c'est vraiment une femme extraordinaire pour ça, une femme iconique. Oui, c'est vrai que moi je la connaissais pas non plus. Et puis j'ai eu des amis qui sont aussi parents, qui sont allés au concert et qui m'en ont parlé. Ils ont vécu Ouais, une expérience, ils m'ont dit, ça. mais sensorielle extraordinaire. Ils sont devenus Exactement. fans alors qu'au Exactement. début, Mais voilà, tu vois, c'est ça. Et pour ça, aller j'adore. emmener les enfants, quoi, enfin les ados. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc c'est vrai qu'elle est très inspirante. carrément. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Tu as été professeur des écoles pendant un certain temps, notamment auprès d'enfants qu'on qualifie parfois de difficiles. Et tu aimais en fait particulièrement les accompagner, mais à un moment donné, tu as senti que tu avais envie d'aider et d'accompagner de manière différente. Comment ça s'est passé en fait, cette prise de conscience? Bah, en fait, j'ai toujours aimé accompagner. Avant d'être enseignante, j'étais animatrice nature. J'ai travaillé aussi avec des handicapés physiques, handicapés mentaux. J'ai toujours été attirée par tout type de public et puis des profils atypiques. Ceux qu'on considère comme anormaux, qui rentrent pas dans une case, qui font pas comme les autres. Ça m'a toujours passionnée parce que, en fait, à chaque fois, ça me renvoie sur le fait que on donne une forme, une représentation, un cadre à la personne, mais on oublie le potentiel qui est à l'intérieur. Et en fait, c'est ça, moi, qui me passionne, c'est d'accompagner ce potentiel de vie, de créativité et de lui permettre justement de s'exprimer dans sa plus belle singularité. Et la chance que j'ai eue quand j'ai démarré en région parisienne, à Évry, dans un quartier où personne ne voulait aller, c'est qu'en fait, bah, ta carte blanche, comme personne ne veut y aller, parce que soi-disant, c'est que des caïds, des cas sociaux. En fait, ce sont des gamins qui sont en grosse souffrance, qui voient de la drogue, qui voient des viols, qui voient des violences, qui vivent des choses que je n'imaginais pas possible que des enfants puissent vivre, et qui, en même temps, gardent cette pureté d'enfant, mais sont tellement abîmés par la vie que forcément, bah, ils sont agressifs. Moi, ce qui me plaît, c'est justement de retirer toutes ces couches qui ont été des couches de protection pour se rappeler qu'en fait, on est des êtres juste extraordinaires et que on a un potentiel de créativité et de matérialisation qui est assez puissant quand on s'écoute et qu'on se reconnaît. Ouais, c'est clair, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a tendance à mettre des enfants dans des cases, de dire bah lui, il est intelligent, à lui, il est bête, à lui machin, à lui bidule. Alors qu'en fait, non, c'est qu'ils ont pas la même intelligence, ils fonctionnent pas de la même manière. Et si on écoute en fait l'enfant et qu'on prend le temps de le connaître, on va pouvoir complètement adapter finalement la manière dont on peut l'accompagner pour qu'il apprenne, qu'il se développe. Et puis, il a forcément des qualités, donc il développe surtout ses qualités pour vraiment dire, bah voilà, peut-être que toi, t'es créatif, peut-être que toi, t'es un rêveur, peut-être que, etc. Et ça, aujourd'hui, ça rentre pas dans les cases, on va dire, de la société ou de l'éducation nationale. Ce qui est hyper intéressant, parce que là, moi, je suis à Bali et du coup, mes enfants sont scolarisés dans un système anglo-saxon, AB. Et Ouais. donc, là, je vois la différence, c'est qu'en fait, tu valorises toutes les forces de l'individu. Et après, tu lui dis, une fois que tu l'as bien valorisé, tu lui dis, bon, allez, regarde, il y a 3 millimètres ici, 3 millimètres là, allez, tu vas y arriver. Regarde tout ce que tu sais faire. Et du coup, je trouve qu'on nourrit vraiment la confiance en soi, la croyance qu'on peut y arriver et qu'en fait, tu peux y arriver si tu es artiste, bah, c'est ton domaine et c'est le champ que tu vas ouvrir. Et puis, tu peux aussi y arriver si tu es scientifique, mais il n'y a pas de stigmatisme ou d'appuyer sur tes faiblesses qui font qu'en fait, bah, ça fait mal quand même quand on appuie dessus. Et du coup, ça prend le pas sur tout le reste. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, en préparant cet épisode, on a évoqué aussi des moments où la maternité a pu être perçue un petit peu différemment dans le monde du travail. Comment tu as vécu, toi, ce moment où t'es passée, on va dire, de femme à maman, même si on reste toujours femme, hein, lorsqu'on est une maman? Bien sûr. Bah, moi, j'étais très naïve parce que je pensais qu'en fait, ça changerait rien, quoi.
Parce que, bah voilà, en plus, moi, je suis tellement engagée dans mon travail que j'ai continué de travailler pendant mes congés maternité. J'ai toujours over-délivré, j'ai toujours été hyper investie. Et puis, bah, j'ai ressenti quand même dans le cadre salariat, puisque j'ai été maman uniquement sur ma période de salariat. J'ai même pas calculé, mais c'est tombé pile poil comme ça que ben, être une femme et être enceinte, c'est quand même chiant parce que tout de suite, il y a l'étiquette de bah, tu vas être moins investie, tu seras Ouais. moins disponible. Ah, puis attends, en plus, elle tire son lait, quoi. La nana, c'est une vache à lait, donc elle ramène son matos. Mais c'est quoi ce beans? Et en fait, au début, ça m'a étonnée parce que je me suis dit, mais en fait, juste c'est la vie, quoi. Rappelle-toi, t'es un mec, c'est quand même une. T'as été nourri par une maman, enfin, je veux dire, c'est elle qui t'a hébergé pendant 9 mois. C'est quoi ce bordel, quoi? Et pour moi, ça a été, ok, c'est le démarrage de, je suis hyper vigilante avec qui je travaille et un environnement qui reconnaît pas les mêmes valeurs que les miennes. Je vais pas mettre un jugement, mais en tous les cas, je vais vite couper parce que c'est pas un écosystème dans lequel moi j'ai envie d'évoluer et dans lequel j'ai envie de m'investir. Donc ça a été pour moi comme un déclic de me dire, ah ouais, en fait, les valeurs, alors ça, c'est des fondations béton. C'est le premier truc et d'ailleurs en business à chaque fois dans mes accompagnements, ce que je dis, pose tes valeurs. Check en permanence tes valeurs, tes équipes, tes collaborateurs, tes clients, tes partenaires, parce que c'est ça qui va être un garant de pérennité dans ta relation business, mais aussi dans ta relation intime. Ouais, c'est clair. Ben, c'est vrai que c'est essentiel, mais on n'en prend pas forcément conscience, tu vois. Moi, j'ai aussi tiré mon lait, mais en fait, moi, je me cachais. J'ai Mm. tiré mon lait dans la voiture. Enfin, j'ai tiré. Des fois, je me dis, avec le recul, je me dis, mais c'était du n'importe quoi. Mais parce que, en fait, je voulais aussi allaiter mes enfants, même si j'avais repris le boulot. J'étais comme toi, j'étais à fond. Et à chaque fois que j'ai été enceinte, alors moi, je l'ai été 4 fois. Grosso modo, j'étais plus bonne à rien. Alors, juste avant d'être enceinte, il y avait zéro souci. J'étais toujours au-dessus des objectifs. Je tombais enceinte et je venais d'accoucher. Oh, je ne faisais plus l'affaire. C'était quand même magique. À chaque fois, je le dis maintenant en rigolant, mais je devais perdre mon intelligence à chaque fois que je perdais le placenta. En même temps, tu vois, l'accouchement faisait que tu perdais les deux au Mais même moment. c'est un tsunami, un accouchement. Ça aussi, enfin, moi, dans ma culture, j'ai découvert ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, mais t'aurais dû m'expliquer quand même comment ça se passe. C'est un peu raide, la transformation du corps. Hormonalement, t'es complètement chamboulé. T'as le baby blues après. En tous les cas, moi, je l'ai vécu comme, mais moi, j'ai pas envie de perdre ma performance. J'ai pas envie de perdre mon énergie. Donc, en même temps, comme j'ai aussi un background un peu naturopathe, je me suis bien fait accompagner sur ce plan-là. Donc, ça m'a aidé très rapidement à reprendre l'énergie, surtout qu'avec l'allaitement, bah, très vite, tu redeviens la silhouette que tu avais avant. Ça, c'est quand même assez agréable. Mais oui, c'est sûr que ça chamboule. Parfois, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, je trouve, cette ouverture et cette reconnaissance de la femme qui est quand même créatrice de vie, quoi. Mm. C'est tellement beau. Oui, c'est clair. C'est clair, mais bon, ça évolue petit à petit et nous, on met les petites étapes, les petites actions pour qu'il y ait des prises de conscience, chacune à Ouais. notre niveau aussi. Alors, aujourd'hui, donc tu as fait du chemin, on va dire, personnel et professionnel et tu accompagnes les femmes dans leur business, on en a parlé en introduction. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire évoluer chez elles, je dirais, en dehors de ce qu'on entend systématiquement, augmenter votre chiffre d'affaires, faites plus de business, ayez plus de clients, etc. Oui, alors déjà, moi, je cherche pas à faire évoluer chez elles, c'est elles qui viennent à moi. Donc, ce sont des femmes qui sont assez leaders, ce sont des femmes qui sont déjà brillantes, c'est des femmes qui savent, mais c'est des femmes qui ont encore des croyances empruntées, héritées de je suis ambitieuse, mais à travers mon ambition, finalement, je m'épuise. C'est-à-dire que comme je suis ambitieuse, je continue quand même de surinvestir, de surproduire, de over-delivery. Alors, c'est vrai que ça, c'est un gage aussi de qualité business d'aller toujours un peu plus loin que la promesse. Mm. Mais ce que j'observe chez ces femmes-là, c'est que parfois elles vont tellement loin qu'elles s'épuisent. Et puis, du coup, elles s'éparpillent. Et elles s'éparpillent notamment dans bah, des désirs qu'elles enfouissent et qu'elles n'assument pas complètement. Il y a le désir, alors c'est pas forcément le chiffre d'affaires, mais c'est vraiment la rentabilité. Et en fait, il y a des femmes qui ont le désir d'être ultra rentables, de gagner même plus d'argent que leur mec, mais qui l'assument pas complètement. Donc, Ok. ce qu'elles viennent chercher avec moi, c'est vraiment ce leadership iconique en fait, hein. Je me reconnais dans qui je suis, ma singularité, mon côté disruptif, hein, et en fait, je l'assume encore plus parce que en l'assumant, je me libère d'une énergie que j'utilise pour contrer, pour temporiser, pour me freiner, alors qu'en fait, ce sont des Ferrari et une Ferrari, elle a besoin de faire vrombir le moteur, quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est des permissions qu'elles viennent se donner à mon contact.
D'accord, ok, donc tu les fais vraiment en fait évoluer Oui. sur peut-être des croyances qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à dépasser. Exactement, exactement. En fait, tout est dans la tête. Et aussi mais on en reparlera peut-être après, la femme, elle a aussi cette charge mentale, parce que il y a aussi la charge Mm. mentale de la gestion familiale. Bien souvent, elle gère le business, elle gère la famille, elle gère les congés, elle gère la femme de ménage. Enfin voilà, elle est boule passe. Et parfois, elle est tellement dans son mental qu'elle en oublie de revenir dans son corps, qui est quand même son outil de pilotage, d'intuition, de stratégie. Et c'est aussi tout ce travail-là que je refais avec elles, parce qu'en fait, tout ça, elles le savent, mais elles l'ont oublié, parce qu'elles ont appris à surmentaliser, à surgérer. Donc il y a aussi dans ce leadership de revenir dans je lâche le plus possible tout ce dont je n'ai plus besoin. Et en fait, on s'aperçoit qu'on gagne beaucoup plus avec beaucoup moins. Ah oui, c'est clair. Bah, c'est clair. Mais moi, j'en parle souvent, tu vois, à ma communauté. On a été éduqués aussi comme ça, où il faut qu'on prenne toute la charge mentale. Et en fait, je leur dis, mais mettez à contribution votre mari, vos enfants, etc. Et ils sont responsables. Et c'est pas à vous de leur rappeler que, c'est pas à vous de leur dire comment faire que, vous regardez juste le résultat. L'aspirateur a été passé, très bien. Il a commencé par le salon alors qu'il fallait commencer par la chambre. On s'en fiche. Ça n'a Exactement. aucune importance et ça va vous enlever une charge mentale de dingo. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vos activités perso, pro, peu importe, et effectivement vous concentrer sur l'essentiel. Et ça, Mm. souvent, je constate que les femmes ont beaucoup de difficultés. Elles parlent beaucoup de la charge mentale, mais quand on leur dit, bah, laisse faire ton mari, laisse faire tes enfants, ah non, je peux pas. Bah, en fait, si. Alors, au début, ce sera pas nickel, mais c'est en commençant, en se disant, bah, ok, bah, ça sera fait comme ça sera fait, et puis basta, que, bah, chacun va prendre ses responsabilités finalement dans la famille, et que la charge mentale va se répartir sur tous les membres de la famille et va pas être centralisée uniquement sur la maman. Complètement. Ouais, cette fameuse sécurité intérieure, je peux faire confiance à l'extérieur, ça va bien se passer. Là aussi, pour moi, il y a tout aussi cet héritage des guerres, quand la femme était toute seule à tout gérer. Il y a eu quand même cette transmission de faut tenir, faut être là. Si les hommes doivent partir, et puis aujourd'hui, on est quand même dans une période un peu d'insécurité géopolitique. Je pense qu'il y a encore ce syndrome-là. Seulement, tout ça, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et aujourd'hui, c'est juste revenir dans la pleine présence. En fait, tout va bien. J'ai plus besoin d'être dans cette hyper-vigilance, ma famille est en sécurité. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi l'histoire, comme tu dis, bon, toutes les guerres, etc., mais aussi le fait que, comme les femmes ont revendiqué vouloir travailler, etc., moi, c'est ce que j'ai ressenti, enfin, maintenant, avec l'analyse, c'est ce que j'ai ressenti dans les années 80, 90. Du coup, la femme, la mère, devait prouver qu'elle était capable de gérer son activité pro, de gérer la maison et de tout faire puisqu'elle avait revendiqué qu'elle voulait travailler. Donc il fallait qu'elle soit parfaite sur tous les aspects de sa vie. Et je trouve que du coup ça a vraiment un impact hyper fort aussi. Comme on a revendiqué, on se dit, bah, il faut qu'on assume maintenant et qu'on fasse tout. Alors qu'en réalité, non. Si on va travailler et que le mari travaille, forcément la charge à la maison, elle peut pas reposer que sur la femme. Matériellement, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, il y a de plus en plus des modèles inversés, c'est-à-dire que c'est la femme qui ramène la rentabilité à la maison et le mari qui s'occupe de la logistique, du homeschooling parfois. Ça, c'est intéressant aussi, ces modèles qui changent justement. Ouais, c'est clair. Ça donne une autre vision de comment faire. Et ça, c'est pas mal. Exactement. Ouais, carrément. Alors justement, en parlant de vision, tu parles aussi beaucoup de vision dans le business. En quoi cela change-t-il la manière de construire une entreprise, selon toi, qui soit vraiment alignée avec qui on est en tant que femme? Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà, parce que du coup, c'est ce que j'observe aussi sur le terrain, beaucoup d'entreprises n'ont pas de vision ou n'ont pas une vision détaillée. Et du coup, c'est là où il y a une perte de direction. Parce que pour moi, la vision, c'est un peu l'aéroport, quoi. Tu prends l'avion, mais si tu sais pas dans quel aéroport tu atterris, en fait, voilà, ça peut être la roulette Hmm. russe. L'idée d'une vision, c'est d'avoir quand même un descriptif précis de quel pays, quel aéroport, quelle densité, et quels sont tous les différents périmètres. Et aligné avec soi, parce que là aussi, dans les croyances et les héritages, parfois, la vision, elle est encore à prouver quelque chose, soit à la société, soit à la famille, soit à une industrie. Et là où la femme s'épuise, c'est qu'elle ne répond pas à sa propre vision, sa vision qui est nourrie de elle, qu'est-ce qu'elle sent comme opportunité ou comme manière de faire différente sur le marché. Et c'est là où je trouve que la femme, elle est beaucoup plus puissante, entre guillemets, que l'homme pour déposer une vision
vision, parce que la femme est habituée aussi à ressentir la vie régulièrement, tous les mois, dans son bas-ventre, même après au niveau de la ménopause, il se passe quand même beaucoup de choses dans notre bassin. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, c'est tout ce que nous pouvons réaliser. Pour moi, ça, c'est vraiment un mantra. Si tu le vois, si tu le ressens, tout est possible et donc tu peux le réaliser. Et du coup, ça demande à la femme vraiment, spécifiquement quand elle entreprend, de se poser sur ce que elle veut vraiment pour ensuite pouvoir le rédiger, l'écrire et puis fédérer autour d'elle pour aller dans cette direction-là. Mais ça, c'est hyper important. D'ailleurs, ce matin, je travaillais sur un dossier client, un client qui vend une entreprise. Et je lui disais, c'est pareil, démarre ton dossier de reprise par la vision. C'est quoi cette entreprise? C'est quoi les actifs? Qu'est-ce que tu as construit de différent sur le marché? Quelle est la culture de cette entreprise? En plus, c'est une entreprise du BTP qui est assez remarquable. Et du coup, c'est valorise tout ce que tu as mis en place. Et tout ça, finalement, c'est la vision. Donc la vision, c'est vraiment ce qui engage. Taylor Swift, c'est avec ça qu'elle embarque, en fait, sa communauté. Elle fait pas que chanter des chansons, elle illustre des manifestes et elle permet aux gens aussi de se développer à travers ces chansons. Donc je pense que la vision, c'est vraiment la pierre angulaire du développement d'une entreprise. Waouh, en tout cas, merci pour ce partage, parce que c'est vrai qu'on parle souvent business plan, chiffre d'affaires, etc. et très rarement, en fait, vision, que ce Ouais. soit court ou moyen ou long terme. Bon, pour continuer, en fait, donc tu as évolué, tu as créé ton entreprise. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis, bon là, ça y est, j'ai suffisamment vécu, j'ai fait tout ce que je voulais faire, ou ou voilà. Et est-ce que justement, en te posant cette question, tu t'es aussi posé avec toi-même pour voir peut-être les changements, les bouleversements qui étaient arrivés sur les mois ou les années précédentes, et puis peut-être que ça t'a permis aussi de changer et puis d'avoir une nouvelle vision. C'est un peu ce qui fatigue mon mari, même si ça fait 22 ans qu'on est ensemble. J'adore me nourrir d'expériences différentes et je crois que j'adore me mettre en danger. En danger avec, en même temps, je suis la peur, mais autant qu'elle m'excite. S'il n'y a pas d'excitation avec la peur, bien sûr, j'y vais pas. Mais par contre, s'il y a de l'excitation, je me dis, ouh, là, il y a un truc, je vais apprendre, je vais me déployer. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours vécu mes expériences de vie quelque part. Et là, la dernière, c'est l'approche de la cinquantaine, où c'est un exercice que je propose aussi régulièrement à mes clientes. Tu arrives à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux raconter de ta vie, de ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu tout ce que tu avais envie de vivre? Et il y a une expérience que je n'avais pas vécue qui me tenait vraiment à cœur, qui était de repartir sous les tropiques, parce que moi, j'ai passé mes 3 premières années en Martinique. Donc, il y a D'accord? 50 ans en Martinique, c'était luxuriant, c'était incroyable, c'était absolument merveilleux. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même Martinique, et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas repartir là-bas. Et puis, en même temps, voilà, soif de découvrir, je voulais quelque chose d'innovant. Donc, j'ai mis en place des actions, je suis rentrée dans des masterminds où j'ai eu l'opportunité de voyager dans différents endroits du monde, de rencontrer des entrepreneurs qui travaillent à l'autre bout du monde, jusqu'à aller à Bali. Et là, j'ai eu un coup de foudre. J'ai senti l'appel de l'île. Et je me suis dit, bon, ok, écoute, c'est maintenant ou jamais. Nos enfants, à l'époque, avaient 12 et 14 ans. Donc, c'est la dernière limite pour leur amener un changement subi parce que, bien sûr, on leur a pas laissé le choix. Mm. Et ça a été certainement la partie la plus challengeante parce que ils étaient jamais sortis d'Europe et on leur a dit, voilà, du jour au lendemain, on part à l'autre bout du monde, on claque tout, on part là-bas. Mais qu'est-ce qui vous prend, les parents? Et On puis en arrive plus dans en un... préadolescence, c'est les copains, les copains, les copains. Donc bon, les parents, vous êtes bien gentils, mais Ouais, c'est exactement ça. On est arrivé en pleine saison des pluies, il pleuvait, il y avait des moustiques, des rats, des geckos. Mais c'est quoi cet endroit pourri, les parents? Oh, puis ils parlent pas français, ils parlent indonésien, puis ils allument des tchanangs de partout, puis c'est les embouteillages. Mais c'est quoi ce truc? Et là, c'est pareil, à chaque fois que j'ai décidé de faire des ruptures dans ma vie, parce que j'ai été fonctionnaire, j'ai été salarié, j'ai été 2 fois entrepreneur, j'ai déménagé dans plusieurs endroits. À chaque fois, ce qui m'a aidé à faire le pas, c'est j'ai vu, j'ai ressenti une vie possible. C'est ce Mhm. que je vais appeler la vision. Et quand j'ai ressenti l'appel de Bali, je me suis dit, waouh, ouvrir l'international à nos enfants, leur permettre dès l'adolescence d'être bilingues, rencontrer aujourd'hui dans sa classe, mon fils de 15 ans, il est avec 40 nationalités différentes. Donc, Waouh. non, il parle anglais, mais il parle anglais australien, américain, Scotland, chinois, japonais. Enfin, c'est incroyable. Et puis, ce que je lui dis aujourd'hui, c'est un investissement parce que la scolarité
à Bali dans ce type d'école, c'est 15 000 euros la scolarité. Donc ça change de nos scolarités en France. Mais en même temps, je lui dis, là, tu fais ton networking, mon chéri, hein, tu rencontres les plus grands directeurs des hôtels de Bali. Et du coup, c'est des opportunités. Quand tu voudras faire un stage, voyager, tu auras des potes partout dans le monde. Donc, c'est cette vision-là que je voyais. Et puis moi, je voyais au niveau business aussi cette rencontre de la spiritualité, puisque Bali, c'est l'île des dieux. Et c'est une île où il y a beaucoup de spiritualité. Alors, de l'authentique et puis bien sûr de la un peu fake, mais aussi cette culture anglo-saxonne qui est aussi la culture du tout est possible. Ici, on les voit rouler en scooter, on se dit mais c'est pas possible. Ils sont à 5 adultes sur un scooter, ils font des déménagements avec un scooter. Enfin, et du coup, ça ouvre vraiment un champ des possibles au niveau entrepreneurial qui est hyper intéressant. Waouh, en Donc, tout cas, ça donne envie, effectivement, d'aller à l'étranger. Alors, j'avais interviewé plusieurs mamans qui vivent à l'étranger, qui ont fait ce choix aussi de partir à un moment donné. Certaines qui s'y vivent en camion, donc ils font un peu waouh, des road génial. trips tout au Ouais, long de leur parcours. Donc, elles ont visité plein de mondes différents. Une autre maman qui était partie en voilier, donc elle aussi, ah, elle génial. visite le monde, mais un petit peu par la mer. Et puis, d'autres qui ont fait des choix, par exemple, de partir en Amérique latine ou dans d'autres pays et d'aller ouvrir aussi à leurs Ouais, enfants ouais, d'autres ouais. cultures, d'autres manières de vivre, de travailler, etc. Et de sortir un peu de, justement, de la case, hein, des cases dans lesquelles, en France, on essaye systématiquement de nous mettre. Ouais, carrément, carrément, parce que là, en plus, c'est un système AB, donc le système AB, on a Cambridge ou AB, il y a aussi le système français, mais nous, on a choisi le système anglo-saxon, et en fait, le système AB, c'est apprendre à entreprendre. Donc là, déjà, mon ado, il est en train de me dire, bon, je réfléchis à un business que je pourrais monter pour pouvoir gagner de l'argent quand j'aurai 18 ans, me payer mes études, vivre ma vie tranquille. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce qu'aux États-Unis, dès l'adolescence, les enfants peuvent Ouais, créer une entreprise. En c'est ça. France, mon fils, lorsqu'il avait 16 ans, on a cherché partout à ce qu'il puisse être embauché pour travailler pendant les vacances. C'était impossible parce que tu Ouais, comprends, l'administration française, en cas de contrôle, machin. Et en fait, on restreint tellement que les entreprises ne veulent plus recruter en dessous de 18 ans. Et du ouais. coup, les jeunes qui veulent bosser, en fait, ils peuvent pas. Ils peuvent pas créer d'activité. Ils peuvent pas bosser en tant que salariés. Ils peuvent rien faire. Ils sont juste obligés d'attendre leurs 18 ans. Et je trouve qu'on prend vraiment du retard par rapport à d'autres pays où, effectivement, les adolescents, bien sûr encadrés avec les parents, mais peuvent Bien sûr. déjà avoir des idées, les mettre en place, créer une entreprise en même temps qu'ils sont scolarisés, etc. Et je trouve ça génial, en fait. Ouais, carrément, c'est génial. Tu vois, dans leur école, ils ont un marché de l'entrepreneuriat. Donc, chaque gamin, dès le grade 5, donc c'est l'élémentaire, peut avoir un stand et vendre des trucs, en fait. Et donc, cette année, c'était la première année. Et alors, chaque fois, ils allaient de stand en stand. Alors, toi, t'as fait combien de millions? Parce qu'en IDR, on est en monnaie indonésienne, on parle en millions. Ouais, moi, j'ai fait 2 millions. Il a fait 10 millions là-bas. Comment il a fait? Tiens, on va voir. Je trouve ça génial, quoi. Ça ouvre vraiment, ça ouvre à la vie, en fait. Parce que Ouais. la vie, c'est qu'après, quand tu es adulte, tu entreprends, que tu sois salarié ou indépendant, il faut quand même entreprendre, en fait. Ouais, c'est clair. Alors, si une femme aujourd'hui nous écoute et qu'elle doute d'elle, qu'elle doute de sa place, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Eh ben, qu'en fait, elle est parfaite comme elle est. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est que la femme, elle est jamais assez, elle est pas Ouais. complète, il lui manque. En fait, la femme, elle est déjà extraordinaire parce que d'abord, c'est une femme. Mais en fait, c'est son imperfection qui fait son unicité et qu'elle n'a pas besoin de se rajouter des choses. Et même, moi, c'est vraiment un mantra que j'utilise, c'est less is a discipline. Fais-en moins, écarte-toi du brouhaha extérieur, écarte-toi de ceux qui ne vibrent pas comme toi, qui ne voient pas la vie de la même manière, parce que, en fait, ça te bouffe ton énergie et reviens vraiment à ce que tu ressens dans ton corps. Parce que on oublie dans notre culture française, justement, d'être branché sur notre ressenti corporel, notre intuition. Et pourtant, on est tellement fortes, les femmes, là-dessus. Et c'est là où est notre vérité. Je pense que le monde, il a besoin de femmes qui créent dans leur singularité, leur unicité, parce qu'on est des sources d'abondance. Et Mm. c'est de ça dont on a besoin. Donc, tu es parfaitement imparfaite et c'est parfait. Waouh! Merci pour ce partage. Alors, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager en relation justement avec le sujet du jour?
Oui, on est à Bali. On avait un rêve depuis 20 ans avec mon mari, c'était d'aller rencontrer les guérisseurs philippins. Donc, on est à 2 heures d'avion. Et donc, on l'a fait. On est parti en famille, on s'est fait soigner. Donc, les guérisseurs philippins sont des guérisseurs qui font de la chirurgie à main nue. Ils travaillent en multidimensionnel et en énergétique. Et donc, on a fait quelques soins. Et une nuit, j'ai été réveillée. Avec une voix, j'entendais, il faut que tu rassembles 20 femmes pour écrire un livre. Et moi, écrire un livre, c'était mon pire cauchemar. Comme on dirait dans un certain dessin animé. Et en fait, je l'ai réentendu, et je me suis dit, bah là aussi, une fois de plus, ça me fait peur. Et en même temps, je trouve ça tellement excitant de créer un héritage, de créer une trace, de rassembler des femmes pour ouvrir justement l'entrepreneuriat, illustrer des parcours de leadership, des modèles économiques qui sont différents, une communication où on ose influencer. Et du coup, c'est le projet du moment. Donc aujourd'hui, j'ai Waouh! 5 femmes qui sont dans l'aventure. Ça s'appelle Légendes vivantes. Et donc, c'est un livre qui sortira cette année en novembre et qui va être avant tout un livre pour ouvrir le champ des possibles dans l'entrepreneuriat. Un peu comme un livre de magie qui va activer, voilà, des codes chez chacun, chacune pour s'autoriser à vivre en fait sa réalité. Waouh, super projet en tout cas. Effectivement, c'est Ouais. bien de mettre en lumière comme ça des femmes qui ont un certain leadership parce que ça permet à d'autres de se dire, ah tiens, en fait, elle a réussi ou elle a changé de vie ou peu importe. Ben en fait, si elle a réussi, pourquoi moi je ne serais pas capable? Finalement, je suis tout Exactement. aussi capable et tout autant capable. Et c'est vrai que des femmes du quotidien, je trouve que ça a plus d'impact que les grandes icônes qu'on connaît, qui effectivement ont eu des parcours très particuliers, etc. et qu'on peut admirer. Mais de se dire, bah, ça peut être ma voisine, ça peut être une amie, ça peut être ma sœur, ça peut être quelqu'un que je croise dans la rue, la maman par exemple, des copains de mes enfants, etc. Ça change la donne parce que c'est des personnes qui sont, on va dire, au même niveau que nous. On Oui. les voit pas comme des icônes, on les voit pas comme une Taylor Swift par exemple, mais on se dit, ah ouais, si elle, elle a réussi, finalement, moi aussi je peux. Exactement, exactement. C'est accessible à tout le monde. Et c'est exactement ça, l'intentionnalité. C'est que c'est possible pour tout le monde. Ouais, Bon, bah, exactement. on guettera ça en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci d'être Merci venu Nathalie. aujourd'hui à mon micro et puis pour ton partage inspirant de, on va dire, de bonne humeur avec plein de soleil et puis très sincère. On voit que à travers ton parcours, en fait, il ne s'agit pas seulement de changer de vie. On n'est pas passé de la France à Bali, mais d'oser surtout s'écouter et puis peut-être de vivre 50 vies dans une même vie parce que finalement, on est la propre actrice de notre vie. On peut prendre les chemins que l'on souhaite et effectivement, c'est pas toujours une ligne droite. Alors, Ouais. merci de nous avoir partagé tout ça. Tu nous rappelles que l'on peut avoir construit, avancé, coché beaucoup de cases et puis ressentir malgré tout qu'il y a une nouvelle chose à explorer et puis y aller. Ce n'est pas renier ce qu'on a fait, mais c'est simplement continuer à se rapprocher de soi. Et aujourd'hui, cette évolution se traduit pour toi dans ta manière de vivre, dans ton choix entrepreneurial, dans ton choix géographique, en famille. Et c'est un choix qui ne parle pas uniquement de lieu, mais de liberté, de présence et puis de ce que tu as décidé aussi de prioriser pour ton bien-être. Tu montres qu'entreprendre peut être aussi un moyen de créer une vie plus alignée, plus douce et plus choisie. Alors à toutes les femmes qui nous écoutent, si vous sentez même légèrement que quelque chose bouge en vous, écoutez-le. C'est souvent là que tout commence. Et puis, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.